Avec un profond soupir, il se jeta. Il y avait dans ses mouvements un emportement qui justifie ce terme, sur la terre, au pied du chêne. Sous les frondaisons éphémères de l'été, Orlando adorait sentir sous lui l'épine dorsale de la terre. Ainsi considérait-il la dure racine du chêne, ou dans une succession d'images, le dos d'un grand cheval enfourché par lui, ou le pont d'un navire roulant dans les vagues. N'importe quoi, en vérité, pourvu que cela fût bien solide, car il avait besoin de quelque chose à quoi amarrer son cœur à la dérive, ce cœur à l'étroit dans sa poitrine, ce cœur où semblaient se déchaîner des tourmentes épicées et langoureuses, tous les soirs à peu près à la même heure quand il sortait. C'est donc au chêne qu'il l'attacha. Et tandis qu'il restait allongé là, les palpitations se calmèrent en lui et autour de lui. Les petites feuilles cessèrent de tomber. Le daim s'arrêta. Les pâles nuages d'été s'immobilisèrent et ses membres se mirent à peser lourd sur le sol. Son immobilité était si absolue que peu à peu le daim se rapprocha. Les freux dessinèrent des cercles autour de lui. Les hirondelles se mirent à plonger et à voltiger, et les libellules à passer comme l'éclair près de lui, comme si toute la fertilité, toute l'activité amoureuse d'un soir d'été tissait leur toile autour de son corps. Au bout d'une heure environ, le soleil baissait rapidement, les nuages blancs avaient viré au rouge, les collines étaient violettes, les bois pourpres et les vallées noires. Une trompette retentit. D'un bond, Orlando fut debout. Le son aigu provenait de la vallée. Il venait d'une parcelle obscure là-bas, une parcelle compacte mais bien dessinée. Un labyrinthe, une ville mais ceinte de murs. Il provenait du cœur même de sa propre demeure dans la vallée, qui jusque-là dans l'obscurité se mit à devenir moins obscure sous ses yeux, tandis que l'unique trompette se répétait sans fin et se mêlait à d'autres sons plus aigus. Finalement, elle fut toute ponctuée de lumière. Certaines étaient de petites lumières qui se pressaient, comme si les serviteurs se précipitaient le long des couloirs pour obéir à des ordres. D'autres étaient de hautes lumières éclatantes, comme si elles brûlaient dans des salles de banquet désertes, apprêtées pour l'arrivée des convives. Et d'autres plongeaient et ondoyaient, baissaient et se redressaient comme entre les mains d'une cohorte de serviteurs qui se fussent prosternés, agenouillés et relevés pour recevoir, garder et escorter à l'intérieur, en grande pompe, une noble princesse descendant de son carrosse. Des voitures tournaient et roulaient dans la cour. Des chevaux agitaient leurs panaches. La reine était arrivée. Orlando s'arracha à sa contemplation et dégringola la colline. Il entra par une petite porte dérobée, escalada l'escalier en colimaçon à toute allure et atteignit sa chambre. Il jeta ses bas d'un côté de la pièce et son pourpoint de l'autre. Il s'aspergea la tête, se récura les mains et se rogna les ongles. Avec en tout et pour tout l'aide d'un miroir de 6 pouces et de 2 vieilles chandelles, il réussit en moins de 10 minutes, d'après l'horloge de l'écurie, à passer une culotte pourpre, un col de dentelle, un gilet de taffetas et des chaussures enrubannées de choux gros comme des dahlias doubles. Il était prêt. Il avait le feu aux joues, il était surexcité, mais il était terriblement en retard.